Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous sommes arrivés au 156e site rep, nous sommes le 14 septembre. Alors un petit fait exceptionnel, c'est qu'évidemment le 156e aurait dû se faire samedi dernier. Mais tu étais en vacances, ce qui est normal, Voilà. il fallait en profiter. Mais l'actualité a continué de courir, ce qui fait qu'on va avoir un site rep assez dense. Hein. Assez dense, voilà, j'ai dû interrompre un peu mes vacances de samedi dernier, hein, entre autres pour couvrir l'échange de prisonniers qui a eu lieu entre la Russie et l'Ukraine, je vais revenir dessus après. Mais effectivement, même d'un point de vue militaire, ces 2 semaines ont été assez chargées, hein, puisque du 7 au 13 septembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 86 reprises, donc c'est moins que la semaine passée, mais c'est quand même plus qu'il y a 15 jours, hein, parce que la semaine précédente c'était 130. Oui. Durant lesquels elle a tiré quand même 30 obus d'artillerie de 152 mm, je vais revenir dessus après, 5 obus d'artillerie de 122, un missile anti-char, 229 obus de mortier, 220 et 82 mm, donc là aussi on est en dessous de la semaine passée, on est à 540, mais on est à plus qu'il y a 15 jours, mais aussi des munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, pour un total de 988 munitions. Donc là aussi, on est à plus qu'à 15 jours, mais moins que la semaine passée, puisqu'on était à 1321. Donc à chaque fois que je prends des vacances, ils se déchaînent. Je vais finir par croire qu'ils regardent les sites rep, tu vois, puis qu'ils décident de faire chier pour pourrir mes vacances à chaque coup, je sais pas. On sait, en tout cas, on sait une chose, c'est que Kolomoïski les regarde. Enfin, en tout cas, sa chaîne, son média, sa chaîne les regarde, ça c'est sûr. Il faut y rajouter les 22 violations et 125 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, dont 32 obus de mortier. Hein, donc on continue pour l'instant sur la lancée. Le bilan humain, c'est une catastrophe. Puisque les tirs de cette semaine ont tué 3 soldats de l'RPD, en ont blessé 1, et on a eu 6 civils et 3 pompiers blessés. Ouais, ça c'est pas... Un carnage. Cette semaine, c'est un carnage. Niveau destruction, c'est pareil, hein, puisqu'on en est à 21 habitations et infrastructures civiles endommagées. Donc 3 par jour. Tout va bien. Et 2 de plus durant les dernières 24 heures. L'un des soldats de l'RPD tué l'a été alors qu'il aidait des civils à trouver refuge pour échapper au bombardement à Kominternovo. Donc ce jour-là, il n'y a pas eu de victime parmi les civils, mais ce soldat, lui, il a laissé la vie. Donc, voilà. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine se montent à 10 morts et 15 blessés, et 2 dont on est sans nouvelles. Je vais revenir un petit peu dessus après. Cette semaine, l'armée ukrainienne a continué de brouiller les signaux des drones de l'OSCE pour les empêcher de voir les armes lourdes situées près de la ligne de front. Là, cette fois, l'OSCE a perdu un drone. Aïe. Ouais. Et suite à ça, là, ils ont dit on arrête les frais. Hein. Donc là, l'OSCE a décidé pour l'instant de cesser d'utiliser les drones tant que l'armée ukrainienne continue de tout faire pour les empêcher de travailler, parce que bon, d'un moment, ça rime à rien, quoi, tu vois, je veux dire, c'est de la perte de matériel et de l'argent des contribuables européens. Rien que là, avec tous les détails que tu égrènes depuis quelques minutes, on se rend compte que Zelensky se fout de la gueule du monde. Hein. Oui, je vais... Ça c'est clair. Moi, ceux qui étaient très optimistes après l'échange de prisonniers en mode oui, ça y est, ils vont appliquer les accords de Minsk. Que vous avez cru. Moi, je n'ai pas cru une seconde. Hein. je tiens nos auditeurs qui me lisent régulièrement se souviennent de mon article à ce sujet-là. Donc, je parlais des pertes hors combat de l'armée ukrainienne. Une bonne partie de ces pertes hors combat est due à un seul incident qui a eu lieu sur les positions de la 28e brigade. Comme d'habitude, l'armée ukrainienne ne tient pas à jour de carte des champs de mines. Et suite à une rotation, la 28e brigade s'est retrouvée sur les positions de la 24e. Et puis, ils ont décidé de commencer à creuser des tranchées supplémentaires. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qui s'est passé ? Ça n'a pas loupé. Le 10 septembre, ils ont touché une mine qui a explosé. Et il fait très sec depuis un bon moment, très chaud, toujours. Et donc l'herbe est bien sèche. Et donc elle a pris feu.
Ah oui, Et résultat, le feu s'est très vite propagé. forcément. Voilà. Et à la forêt qui est toute proche et opposition, où se trouvait un dépôt de campagne. Un dépôt d'armes et de De munitions. munitions. Oui. Oh, oh, oh. Ah bah oui. Oui, oui. Voilà. Donc, en à peine en moins de 24 heures, hein, en moins d'une journée, le feu a complètement détruit les abris et les bunkers, ainsi que les munitions et une bonne partie de l'équipement militaire. Et ça s'est même propagé aux positions voisines de la 56e brigade. Voilà, bah dis donc, quand ils creusent des tranchées, ils font pas dans la dentelle. Hein. Ouais, ouais. Et alors, le must du must, c'est que tout ça, cette gabegie, est due au fait que pour pas se faire taper sur les doigts, le commandant du 1er bataillon de la 28e brigade, qui est en train de creuser ses tranchées, au lieu de prévenir son commandement qu'ils avaient fait péter une mine et que ça avait déclenché un incendie, il a essayé d'éteindre l'incendie tout seul. Oh, oui, bien sûr. Voilà. Et puis comme il n'a pas réussi, et ben, le résultat est à la hauteur de cette gabegie, puisqu'ont été détruits au total un BMP, un véhicule de combat d'infanterie, un MLTB, qui est aussi un véhicule de combat, un BTR, donc un véhicule de transport de troupes blindées, 4 mitrailleuses, 10 fusils d'assaut, un complexe anti-char Corsair, 3 lance-grenades anti-char et plus de 4 tonnes de munitions, ainsi qu'un pick-up Mitsubishi L200 qui avait été offert par des volontaires à la brigade. Ah bah le bilan il est violent, hein. Et encore, attends, parce que le niveau perte humaine, c'est pas mal non plus, hein, parce qu'ils ont eu quand même 3 morts, 8 blessés par brûlure et 2 disparus. Voilà, les 2 dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, dont je vous parlais plus précédemment. Voilà. Ah bah et là, pour quelqu'un qui voulait pas se faire taper sur les doigts, il va pas être déçu du résultat. Hein. Ah bah là, ils ont lancé une enquête, il a été suspendu le temps de l'enquête, mais enfin, à mon avis, ça va pas être piqué des hannetons. Ouais. Là, 3 morts, 8 blessés, 2 disparus dont on ne sait pas où ils sont, 4 tonnes de munitions, plus tout le reste, ouais, hein ça fait cher la connerie quand même. Hein. Ah bah ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis, comme je disais, donc suite à cet échange de prisonniers qui a eu lieu et malgré les belles paroles de Zelensky sur sa volonté d'appliquer les accords de Minsk, les bombardements contre les RPD, comme nos auditeurs peuvent le constater, ne diminuent pas. Hein. La veille même de l'échange, l'armée ukrainienne a bombardé les RPD à coups d'obus d'artillerie de 152 mm pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du nouveau cessez-le-feu le 21 juillet. Ouais, ce qui prouve bien qu'ils n'ont pas l'intention de baisser la tension sur le front, hein, c'est clair. Hein. D'ailleurs, depuis l'échange, ça continue. Hein. Parce que comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu un jour sans que des maisons civiles ne soient pas endommagées. Il n'y a pas eu un jour de toute la semaine où on n'a pas eu des destructions. Voilà, vous allez lire les rapports du CCCC sur Telegram, hein, je veux dire, c'est open, hein, vous pouvez vous y abonner. Il n'y a pas un jour sans destruction. Voilà, vous avez vu sur la semaine, 3 par jour. 21 habitations, 7 jours, 3 par jour. Quoi. Voilà, je veux dire, le calcul est très simple. Hein, c'est très facile. Puis le bilan des victimes civiles, comme vous avez pu le voir, hein, est à l'avenant. Une bonne partie de ces victimes civiles et les 3 pompiers l'ont été en à peine 48 heures. C'est très fort. Hein. On a eu 3 civils et 3 pompiers blessés en 48 heures. Le 10 septembre, à 18h40, l'armée ukrainienne ouvre le feu aux lance-grenades automatiques qui tirent 29 salves, plusieurs dizaines de salves de véhicules de combat d'infanterie sur le village de Staromikhailovka, donc qui est en périphérie sud-ouest de Donetsk. Ces tirs ont endommagé 3 maisons et blessé 3 civils, un homme et 2 femmes. Il y avait un premier bilan qui faisait état de 2 blessés, mais finalement le bilan a été revu à la hausse. Une femme a reçu des éclats dans le pied droit, les 2 autres personnes ont été commotionnées. Mais bon, il semble que tirer sur des civils sans défense, ça suffit pas aux soldats ukrainiens. Et donc le lendemain, ils ont pris pour cible une équipe de pompiers. Ouais. Voilà, donc le 11 septembre à 14h40, ils ont tiré à l'arme légère sur le village de Trudovski, donc toujours en périphérie de Donetsk. Ils ont foutu le feu à une maison. Et puis après que le CCCC ait obtenu l'assurance d'une trêve, pas que les pompiers se pointent sous les tirs, les pompiers débarquent, commencent à éteindre l'incendie, et à peine 30 minutes après les premiers tirs, les soldats ukrainiens ouvrent de nouveau le feu, exactement là où les pompiers étaient en train d'éteindre l'incendie. Bravo. Résultat, 3 pompiers blessés. Il y en a 2 qui ont été que moyennement
grièvement blessé, mais il y en a un qui a eu la main déchiquetée, l'épaule sévèrement endommagée. Pour le sauver, les pompiers, les médecins ont dû l'amputer de sa main. Donc on a un pompier qui a perdu une de ses mains. Donc un pompier qui n'est plus pompier, forcément, parce que si t'as pas tes deux mains... Voilà. Et c'est bien. Je rappelle, ceci est un crime de guerre. Tant tirer sur des civils que sur des pompiers. C'est interdit par la Convention de Genève. Hélas, tes déclarations sont on ne peut plus logiques et objectives, mais depuis... Et puis je rappelle, c'est pas la première fois que l'armée ukrainienne vise délibérément les pompiers. Je veux dire, à Zaïtsevo et à d'autres endroits, on l'a déjà vu. Nos auditeurs se rappelleront de ce coup où un camion de pompiers avait été endommagé légèrement avec ce chauffeur qui avait pris tout son courage pour amener, au lieu de se mettre à l'abri avec ses collègues, il avait amené le camion en dehors de la zone de tir pour sauver le matériel. Bon, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de victimes parmi les soldats du feu, mais alors là, c'est un carnage, quoi, je veux dire. Là, la ministre des Affaires étrangères de l'RPD, Natalia Nikonorova, a bien sûr vivement réagi, a rappelé que de tels crimes de guerre de la part de l'armée ukrainienne étaient dus au silence de la communauté internationale. Parce que j'attends toujours les déclarations outrées de la France et de l'Allemagne sur le fait que non, on ne tire pas sur des pompiers alors qu'il est censé avoir un cessez-le-feu et les accords de Minsk. Là, c'est marrant, c'est silence radio. Quand je vois la réaction du secrétariat d'État américain à propos de Hong Kong, où soi-disant la police est extrêmement violente contre... Et puis par contre, la police française, elle est borne des gens, il y a des gens qui ont perdu des mains, on a eu des morts, mais tout va bien, c'est tout à fait normal. Deux poids, deux mesures. Tout va bien. Deux poids, deux mesures. Bon. En attendant que Paris et Berlin se réveillent, c'est ce que j'avais dit, les belles paroles de Zelensky après l'échange de prisonniers, c'est que du pipeau. Voilà, il n'y a pas plus d'application des accords de Minsk par Kiev après l'échange qu'avant. Kiff kiff bourricot, et bourricot kiff kiff. Voilà. Et donc, puisqu'on parle de cet échange de prisonniers, je vais revenir dessus un peu plus en détail, puisque donc samedi dernier, le 7 septembre, la Russie et l'Ukraine ont mené un échange de prisonniers au format 35 contre 35. Un échange qui a nécessité de longues négociations entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi la consultation des deux républiques populaires, de Donetsk et de Lugansk, puisque plusieurs de leurs citoyens faisaient partie des personnes rendues par Kiev, comme par exemple Vladimir Tsemar, dont nos auditeurs se souviendront, cet ancien milicien de la RPD kidnappé chez lui à Snezhnoye au mois de juillet pour essayer de lui faire jouer un rôle dans l'enquête sur le MH17 alors qu'il n'a strictement rien à voir avec le schmilblick. Je rappelle que pour essayer d'étayer leur délire, le SBU, les médias ukrainiens et Bellingcat avaient en épingle cette vidéo où il raconte c'est au fait et où il sort un gros mot et il y a un bip de censure et où ils ont tous essayé de faire croire qu'ils disaient le mot book alors qu'en fait ils disaient le mot bit. D'ailleurs c'est très logique. Pourquoi est-ce qu'ils auraient mis un bip pour cacher book? Par contre pour bit, oui, ça paraît logique. Ça c'est logique. Voilà. Tous les médias le font. Quand les gens sortent des gros mots, normalement tu dois mettre des bips de ça. Normalement, quand tu as un média correct. Voilà. Donc, devant le fait que manifestement Tsemar allait leur servir à rien parce que c'était juste du gros délire à la Bellingcat, il ne voulait pas le relâcher, il ne voulait pas rendre Tsemar. C'est pour ça que la RPD a demandé à la Russie de l'inclure dans l'échange prévu entre Moscou et Kiev, un échange qui, bien qu'applaudi par la plupart des pays occidentaux, d'ailleurs Paris et Berlin se sont bien gargarisés là-dessus, l'OSCE, Donald Trump, Human Rights Watch. Par contre, aux Pays-Bas, ça a un peu grincé des dents. Parce qu'eux, ils ont continué dans le délire de Bellingcat, du SBU et des médias ukrainiens. Ils sont accrochés à cette connerie. Résultat, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, a déclaré regretter que Tsemar ait été inclus dans l'échange. D'ailleurs, après, ils ont réclamé à la Russie qu'il leur rende Tsemar. Et alors, le plus fantastique, c'est que les Pays-Bas refusent de préciser le statut de Tsemar. Parce que la Russie a dit oui, mais il est quoi le mec? Il est témoin? Il est suspect? Ah bah non, on vous dira pas. Vous voulez qu'on extrade sur base de quoi en fait? Parce que vous avez juste votre histoire de vidéo avec la confusion entre le mot book et le mot bit. Et vous voulez qu'on extrade le mec sans même savoir s'il est suspect de quoi que ce soit? Ça fait rire tout le monde, Je peux t'assurer que les gens ils disent qu'ils sont complètement pétés un plomb aux Pays-Bas. Je pense que c'est surtout qu'ils sont dans la merde parce que
après le gros battage de Bellingcat autour de ce truc-là, ça a foutu les Pays-Bas dans une position médiatiquement merdique du fait que Tsemach a été libéré, quoi. Donc, ils essaient de rattraper le coup, mais ils s'y prennent comme des glands. Hein, parce que, bon, bien entendu, après, c'est le gros délire, parce que Bellingcat, en fait, était au courant que Tsemach avait été inclus dans la liste des personnes à échanger plusieurs jours avant. Donc, ils ont fait un gros battage là-dessus. Donc, résultat, Amsterdam a fait pression sur Kiev pour l'empêcher de rendre Tsemach. Kiev l'a quand même rendu, mais après avoir retardé l'échange pour permettre au procureur néerlandais de l'interroger encore une fois sur son rôle présumé dans la catastrophe du MH17. De même qu'ils avaient hurlé comme des putois avant, ils ont continué à hurler après, hein, chez Bellingcat. C'est leur méthode. Ils ont fait un scandale en disant, bien entendu, que si Tsemach a été rendu à la Russie, c'est la preuve que la Russie est coupable, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'elle aurait insisté pour le récupérer? Sauf qu'en fait, c'est tout l'inverse. Hein. Vous avez une logique de merde, les enfants. Hein. Parce que Tsemach, et Zelensky l'a dit ouvertement, Zelensky a dit publiquement qu'il avait rendu Tsemach seulement après avoir consulté les dirigeants européens, et je pense aussi Washington. Si Tsemach avait réellement joué le rôle qu'on lui prête dans l'histoire du MH17, jamais ni l'Union européenne ni les États-Unis n'auraient donné leur feu vert. Ouais, c'est évident. Ouais. C'est absolument évident. Un témoin qui irait dans le sens de la culpabilité de la Russie et de l'RPD, ça serait un témoin en or, je peux t'assurer qu'ils l'auraient jamais relâché. S'ils ont accepté qu'il soit libéré, c'est qu'ils savaient que Tsemach leur servait à rien, et même bien au contraire. Parce que les faits sont extrêmement têtus. Hein, parce que malgré son enlèvement violent, je rappelle qu'il a quand même été frappé, les potentielles tortures qu'il a pu subir en prison, parce que je rappelle que c'est quand même connu que le SBU utilise ce genre de méthode, Tsemach n'a jamais admis avoir le moindre rôle dans la catastrophe du MH17. Il a même dit d'ailleurs clairement à un média néerlandais que la vidéo sur laquelle ils sont tous excités avait été interprétée de travers. Merci, c'est ce que j'avais dit. Le petit problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ça qu'il dit dans la vidéo en question. Il a aussi déclaré qu'il avait vu des avions de chasse ce jour-là. Et qu'il y en a un qui serait responsable du crash du MH17. Il avait accusé clairement un avion de chasse d'avoir attaqué le MH17. Ce qui confirme d'ailleurs en les témoignages vingtaines croisés. De témoignages de personnes qui ont témoigné face caméra, ceux que j'ai encore eus récemment, ceux du documentaire MH17 pour que justice soit faite, hein, donc, que nos auditeurs peuvent voir sur Donbass Insider en exclusivité en français. Donc imaginez le scandale s'il avait sorti ça lors de son témoignage par vidéoconférence pendant le procès du MH17 au mois de mars. Ah ouais, non, là, chaud patate. Hein. Ouais, hein, parce que je rappelle que ça fait 5 ans que le JIT, donc l'équipe internationale d'enquête, ignore complètement tous les témoins qui vivent en RPD qui parlent de la présence de ces avions de chasse, parce que ils s'en foutent, ils sont pas présents au procès, ils sont pas prévus dans l'accord de témoignage par vidéoconférence avec l'Ukraine, donc ils peuvent jeter leurs témoignages aux oubliettes. Mais Tsemach, s'il avait été appelé à témoigner, c'est encore possible par vidéoconférence. D'ailleurs, les médias russes ont gentiment dit aux Pays-Bas, mais vous n'avez qu'à conclure avec la Russie un accord semblable avec celui que vous avez fait avec l'Ukraine. Bah oui. C'est un plaisir de le faire témoigner par vidéoconférence. Vous le sentez venir qu'ils vont jamais le conclure avec la Russie, l'accord. Mais ça va être intéressant pour la Malaisie qui va y voir un élément supplémentaire de doute. Hein. Bien sûr, bien sûr. Puis si vous voulez une ultime preuve de la baudruche qu'était cette histoire, le JT n'a réagi que la semaine passée en déclarant que Tsemach d'un seul coup était un témoin important, et seulement après que Bellingcat ait commencé son petit caca nerveux en dénonçant la présence de Tsemach dans la liste des personnes à échanger, alors qu'il a, je rappelle, été enlevé début juillet. S'il était un témoin si important, ils auraient dû le déclarer dès le départ. Bah oui. Il rappelle qu'il a été enlevé. Et pas commencer à faire chier tout le monde pour venir le réinterroger. Alors en plus, ils se sont tous contredits. Bellingcat qui a sorti, oui, si ça continue comme ça, Tsemach va être libéré et le JT l'aura jamais interviewé, enfin l'aura jamais interrogé. Il dit, attends, le mec était enlevé début juillet, ils l'ont toujours pas interrogé. Puis après, Zelensky qui dit, ah mais si, on leur a permis de l'interroger une dernière fois, mais il l'avait déjà interrogé avant. Ils sont même pas coordonnés. Tu sais plus qui dit la vérité là-dedans, c'est le bordel. Voilà. Bon, en réalité, pourquoi les RPD et la Russie ont insisté pour le récupérer? C'est parce qu'il n'était pas en sécurité en prison en Ukraine. Hein. Ah bah oui. Comme je le dis, la torture est d'usage courant.
les mauvais traitements, les conditions de détention sont déplorables. Je rappelle que Tsemar n'est pas un jeune homme fringant en pleine santé. Hein. Rester en prison en Ukraine jusqu'à ce que les RPD arrivent à conclure un accord d'échange le concernant avec l'Ukraine aurait pu lui être fatal. Donc, la différence, pourquoi c'est la Russie qui l'a récupéré, c'est que la Russie avait, on va dire, 2 atouts en main. Oleg Sentsov, le pseudo-réalisateur ukrainien, oui je dis pseudo-réalisateur parce que les trucs qu'il a réalisés, je suis sûr que même moi je fais mieux. Je crois qu'il n'y a qu'un seul film, hein. Il me semble que c'est un court-métrage. 2, enfin c'est des gros navets. 2, mais c'est des gros navets. Qui en fait est un terroriste qui a été arrêté pour avoir organisé des attentats terroristes en Crimée. Je vais en reparler d'ailleurs après, oui, vous allez voir. Justement, oui. Épique. Hein Oui. Que tout le monde en Occident et à Kiev hurlait oui, libérez Sentsov, machin. Hein. Donc ça c'était un gros atout que la Russie avait dans sa manche. Je pense que Moscou a dû exiger de ses marques en échange de Sentsov. Au départ, l'Ukraine voulait échanger Vyshinsky contre Sentsov. Mais comme vous vous rappelez, Vyshinsky avait dit au départ qu'il ne voulait pas être échangé. Et donc je pense que la RPD a dû dire, puisque Vyshinsky ne veut pas, mettez de ses marques dans la balance. Mettez de ses marques dans la balance, et puis finalement après Vyshinsky a changé d'avis. Voilà, donc je pense que ça s'est joué comme ça. De toute façon, pour moi, le couple entre guillemets, Tsemar, Vyshinsky a été échangé contre Sentsov et les 24 marins ukrainiens là, qui avaient été faire la petite provocation dans le détroit de Kerch. Ça, pour moi, c'est certain, parce que c'est les deux poids lourds de chaque côté dans les 2 groupes qui ont été échangés. Donc, je pense que ça a été un échange comme ça. Mais clairement, ça a été un argument de poids. Donc c'est pour ça que la Russie a, elle, exigé Tsemar. C'est un argument qu'elle avait que les RPD n'avaient pas. C'est pour ça que c'est la Russie qui a récupéré Tsemar et pas les RPD. D'ailleurs, il y a des informations qui indiquent que parmi les 35 personnes qui sont arrivées à Moscou, il y avait 70% de gens avec des passeports ukrainiens. Oui. Ukrainiens. Oui. Il y a un peu plus d'une une douzaine de personnes qui sont russes. Les autres, ils sont tous... Il y a eu des Ukrainiens et un Moldave. On a un Moldave aussi dans le tas. D'accord. Enfin, ça se confirme donc. Donc moi, ce tir-là, vous voyez, c'est la preuve qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. S'il y avait la guerre entre la Russie et l'Ukraine, t'aurais quasiment 100% de soldats russes. Bah oui. Puis en plus, c'est pas que des soldats, hein. Non. Il y a 5 ex-volontaires. Tsemar qui est un ancien milicien, mais qui est Snezhnoye. Donc, je veux dire, la plus grosse partie du groupe, ce sont des Ukrainiens. C'est là que tu vois bien que leurs histoires d'agression russe contre l'Ukraine, ça tient pas la route. S'il y avait réellement une guerre, tu devrais avoir 90% de soldats russes dans le groupe qui a été rendu à Moscou. C'est ça. Voilà. Alors, en quoi c'était intéressant pour la Russie de se prêter à ce truc-là ? Déjà parce qu'elle a récupéré plusieurs de ses ressortissants qui sont emprisonnés en Ukraine, elle a sauvé Vyshinsky et Tsemar, le premier qui était soumis à une répression politique et l'autre qui était utilisé pour essayer de plomber la Russie dans le dossier du MH17. En plus, la Russie en profite pour se débarrasser du boulet médiatique et diplomatique qui représentait pour elle Oleg Sentsov et les 24 marins ukrainiens, comme quand ils ont libéré Savchenko. Et si ça se trouve, ça va tourner au vinaigre pareil. Hein. Oui, parce qu'en plus, Zelensky, comme Poroshenko, a rien trouvé de mieux à foutre qu'aller tous les accueillir à l'aéroport, les décorer, leur dire que c'est des héros. Voilà, donc Sentsov le terroriste et toute la clique, là. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée, parce que nos auditeurs vont voir après que ces gens-là qui étaient décrits par tout le monde occidental comme étant des prisonniers politiques. Vous allez voir que c'était pas plus des prisonniers politiques que moi je ne suis la reine d'Angleterre. Voilà. Sentsov, c'est celui qui faisait une grève de la faim en mangeant des petits pots pour bébé, hein, c'est ça, hein. Voilà, et qui a pris 10 kilos. Comme Nadia Savchenko. C'est la grève de la faim dans les prisons russes, c'est pas bon pour ton régime. Moi je te le dis, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une photo de lui quand il est rentré en prison russe et puis quand il est sorti. Comme Nadia Savchenko, il a pris du poids. Je sais pas comment ils font la grève de la faim, ces gens-là, mais... c'est pas très efficace. Pas pour perdre du poids, en tout cas. Oui. La question que tout le monde se pose, c'est après. Bon, pour ma part, je suis pas très optimiste sur le fait que ça ouvre une potentialité ou une perspective d'application des accords de Minsk par Zelensky. Je pense que le mieux qu'on arrivera à faire, c'est geler le conflit en mode Abkhazie, Ossétie du Sud, Transnistrie. Mais bon,
moi, je suis pas très optimiste. Il semble qu'on se dirige vers un deuxième échange de prisonniers, les négociations sont déjà en cours. On arrivera peut-être à faire cesser le feu et le retrait des troupes hors de la zone de sécurité, mais je pense que c'est le maximum qu'on arrivera à faire. Et même gelé, tu vois, c'est pas toujours... je vois en Ossétie du Sud, il y a de nouveau des tensions au niveau de la frontière avec la Géorgie, avec la Géorgie qui amasse des troupes et des trucs avec l'Ossétie du Sud. Ouais, l'Ossétie du Sud a gueulé. Faut toujours se méfier, hein, tu vois, c'est pas oui, mais il joue à quoi là, parce que c'est... J'espère qu'il n'y a rien en Transnistrie d'équivalent, hein, parce que là, c'est pas la même chose. Pour l'instant, j'ai vu que l'Ossétie du Sud, mais bon. En tout cas, l'échange de prisonniers, c'est déjà un pas positif. Hein. J'espère que les autres vont suivre et qu'on va enfin pouvoir mener les échanges de prisonniers au format tous contre tous. Mais enfin, je suis pas très optimiste. Je veux dire, le lendemain de l'échange, Kiev a arrêté 9 personnes sous des prétextes bidons sur les points de passage de la ligne de contact entre les deux républiques et l'Ukraine. Je veux dire, voilà quoi. No comment. D'accord. No comment. Et puisqu'on parle du MJ7, oui. Vous vous souvenez qu'au mois de juin, le JIT nous avait sorti magiquement de son chapeau une discussion sur contact, soi-disant entre une jeune femme et un fameux soldat de la fameuse 53e brigade de Koursk, qui aurait envoyé un de ses boucs qui aurait soi-disant abattu le MJ7. Oui, je mets des conditionnels partout parce que c'est tellement n'importe quoi que... Bref. Et comme Somolskaya Pravda a enquêté et a retrouvé la vraie nana dont les photos ont été prises pour créer le faux profil contact, d'où vient la discussion avec ce soldat russe, et je mets des très gros guillemets, qui a été montré comme une preuve par le JIT. D'accord. Ouais. C'est quand même magnifique, hein. Voilà. Je veux dire, cette preuve, ça tient encore bien, quoi. Donc, c'était une conversation entre un profil au nom d'Anastasia Dorokhova et un certain Maxime G du Tatarstan, qui ferait partie, soi-disant, du 2e bataillon de la 53e brigade de défense antiaérienne de Koursk. Et donc, dans cette discussion, le soldat explique que le 3e bataillon qui se trouvait à proximité avait franchi la frontière avec l'Ukraine. Sauf que, sur le profil de la jeune fille qui aurait, soi-disant, parlé aux militaires, il y avait une photo d'une jolie petite brune en jeans et t-shirt. Comme Somolskaya Pravda l'a cherché et l'a trouvée. Ils l'ont trouvée à Perm, sauf qu'elle s'appelle pas du tout Anastasia Dorokhova. Elle s'appelle Ksenia Ilarionova. Elle a 25 ans, diplômée de l'école polytechnique de Perm. Elle travaille comme cadre dans le secteur bancaire. Et elle a été plus que surprise quand elle a découvert à quoi elle était mêlée. Ah oui, j'imagine. Parce qu'elle dit, oui, la photo qui est sur la page est à moi. Mais elle dit, c'est la première fois que j'entends parler de cette discussion. Elle s'est dit extrêmement choquée. Elle a dit, cette discussion n'est pas la mienne. J'ai pas écrit ça. Ce n'est pas ma correspondance. Elle a expliqué qu'elle a eu son premier contact il y a 11 ans, quand elle avait encore 14 ans. Ensuite, elle a changé plusieurs fois de contact, etc. Elle dit, après, ses comptes ont été supprimés par son petit ami quand elle avait 16 ans. Et puis ensuite, elle a créé le profil qu'elle a encore aujourd'hui. Et elle aime bien être photographiée. Beaucoup de nanas en Russie et dans le Donbass, elles font plein de photos d'elle, de trucs et tout. Et elle passe son temps à changer ses photos, supprimer les vieilles, en publier de nouvelles. Enfin, elle a dit qu'elle avait discuté avec aucun soldat en 2014-2015 ou avant, mais elle sait qu'il y a effectivement un faux profil d'elle sur Internet. Il y a quelques années, une amie à elle lui a envoyé un lien vers la page d'une fille nommée Nastia Mironova, et la photo de ce profil venait de la page personnelle de Ksenia. Donc elle a été choquée, elle a écrit à cette personne pour qu'elle retire cette photo, mais la personne n'a pas répondu et l'a ensuite totalement bloquée. Elle a dit, qu'est-ce que j'étais censée faire? J'ai abandonné. Donc il semble qu'elle ne sait pas que tu peux dénoncer AFContact. Voilà. Ça m'est arrivé, hein. J'ai eu 3 profils comme ça, fake, qui ont été créés avec des gens qui avaient piqué des photos, et en plus pour certains qui me demandaient après en ami sur Contact.
Il faut oser quand Bon, même. moi j'ai écrit à la personne en lui disant t'enlèves ma photo tout de suite. La personne aussi a joué à Je te bloque, mais j'avais sauvegardé le lien, donc j'ai envoyé à VK en disant cette personne a volé une de mes photos, c'est un compte fake, et Contact a sévi très rapidement d'ailleurs. Hein, ils savent que c'est courant. C'est tellement courant qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul faux profil de la jolie brune, mais beaucoup plus. Comme Somolskaya Pravda, après avoir cherché soigneusement sur le site de Contact, a trouvé 30 clones. Oula, ah oui, ça fait beaucoup ça. 30 clones. Donc, y compris la fameuse Anastasia Dorokhova, mais aussi Eva Vlasova, Alia Blutchenko, etc. Bon, il est possible que ce faux profil de Dorokhova ait été créé par les enquêteurs ou des services de renseignement, mais pourquoi faire, on peut que supposer. Enfin, en tout cas, pour moi, ça jette quand même un sacré doute sur les preuves présentées par le JT et leur fiabilité, parce que si le profil de la jeune femme est un faux, elle est où la preuve que le profil du soldat russe, il est vrai? C'est peut-être un faux aussi. Ah bah oui. Ah, la discussion, de toute façon, elle est fausse par définition. Hein. Je veux dire, où est la preuve que le profil de contact de ce soldat russe est authentique et appartient bien à la personne désignée? Qui te dit que c'est pas un faux profil créé avec des photos et même des informations personnelles? Parce que moi j'ai déjà vu des faux profils qui non seulement piquaient les photos, mais aussi les infos personnelles. À partir des vrais profils VK. Ça c'est fréquent hein, sur cette plateforme. Donc pour moi la fiabilité de la preuve légitimité, déjà ça pesait pas bien lourd juridiquement, je veux dire, là même un avocat commis d'office il te fait sauter ça. Là c'est en train de couler dans la baie des Mariannes. Là. Ouais, je dirais la thèse du GIT contre la Russie prend l'eau hein, quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Carrément, hein, parce que bon, si je mets bout à bout les écoutes téléphoniques du SBU qui étaient des fakes, la photo à Torres dont on a prouvé, parce qu'on a retrouvé un monsieur qui apparaît sur la photo, dont on a prouvé que il n'était pas là ce jour-là et que donc la photo elle n'a pas pu être prise le 17 juillet. C'est faux. Là maintenant, un faux compte VK et très certainement le deuxième doit être tout aussi faux que le premier. Ça fait un petit peu trop de faux et usage de faux pour une enquête internationale qui se veut sérieuse. On comprend pourquoi le Premier ministre malaisien, il n'est pas très très content et qui veut créer une nouvelle équipe d'enquête neutre, ce qu'il a déclaré quand il était en Russie au forum sur l'extrême-orient. À Vladivostok, il a rencontré Poutine et il a dit qu'il veut créer une équipe d'enquête neutre et il s'est dit intéressé d'ailleurs par les éléments que Joseph Reich pourrait fournir, donc ce fameux enquêteur, ce fameux détective privé allemand. Donc affaire à suivre, mais je pense que ça va bouger dans ce dossier-là parce que là ça commence vraiment à être n'importe quoi. Ah, c'est extravagant. Le morceau de missile montré qui appartient à l'Ukraine, enfin... Mais ça devient extravagant, c'est-à-dire que là, ils ont tellement plus d'éléments crédibles que... Ils veulent faire un procès au mois de mars 2020 oui, et contre des suspects sur base de trucs pareils. Enfin, je veux dire, à un moment, est-ce que tout le monde pourrait brancher son cerveau et arrêter d'écouter les conneries de Bellingcat? Je veux dire, créer un faux contact sur contact, même deux faux profils, et les faire discuter ensemble pour leur faire raconter tout ce que tu veux, c'est facile comme bonjour. Hein. Je veux dire, ça, c'est pas une preuve. Ça, c'est pas une preuve. Hein. Voilà. On va revenir donc sur les prisonniers qui ont été rendus par la Russie, les fameux prisonniers politiques. Et entre autres, l'un des complices de Sentsov, Alexandre Kolchenko, qui lui aussi a été échangé, et qui a avoué publiquement lors d'une conférence de presse commune avec Sentsov lui-même hein, qu'il avait bien foutu le feu à un bureau de Russie unie en Crimée. Le mec qui, quand il était en tôle en Russie, arrêtait pas de dire « Oui, on m'a torturé pour m'extorquer des aveux, c'est pas vrai, j'ai rien fait, je suis un prisonnier politique. » Et là, en pleine conf de presse, devant toute la presse, et là, il n'y a personne qui le torture, hein, il avoue publiquement l'un des crimes pour lesquels il a été condamné en Russie. Mais c'est bien, ils sont tellement bêtes. Non, mais là, j'ai envie de lui dire, un peu à façon Arthur avec Perceval, y a rien qui gigote là-dedans non? Ça, non, pleine conférence de presse, le mec te dit oui, j'ai effectivement foutu le feu. Ah oui, c'est la fête à neuneux. Et puis ils ont publié ça en plus en ligne, hein, c'est quand même, je veux dire, c'est Romatske qui a filmé le truc, et les mecs te publient ça. Non, c'est bien,
Moi, je trouve que c'est très bien, parce que ça prouve que la condamnation qu'il avait subie était justifiée. En Russie, tout à fait justifié. Voilà. Donc le journaliste lui avait demandé s'il niait sa présence lors de l'incendie du bâtiment et s'il savait qu'il s'agissait d'une zone résidentielle. Et là, Kolchenko avoue son crime en essayant de faire croire qu'il s'est assuré qu'il y avait personne qui vivait là. Il dit c'est vraiment le cas, j'ai participé à cette action, mais je ne savais pas que l'immeuble se trouvait dans une zone résidentielle. Il dit qu'effectivement il y avait un bâtiment à plusieurs étages à côté, mais qu'à la veille un gars est allé voir s'il y avait des gens. Alors sauf qu'on va montrer une petite carte. Ouais. Et que le bâtiment qui est à côté du bureau de Russie Unie, donc le bureau est au 7 de la rue Aksakova et au 9, t'as un bâtiment résidentiel, vous allez voir il y a un petit panorama photo, où on voit les deux bâtiments, sauf que comme le montre Yandex Maps, c'est pas n'importe quel bâtiment qui est à côté. C'est une école internat pour enfants sourds d'âge préscolaire, donc maternelle quoi. Ça peut difficilement être pire, franchement. Ah ouais, non, là, je pense que pire, ça va être difficile à faire. Parce que donc, non seulement Kolchenko admet que les charges pénales qui pesaient contre lui en Russie étaient justifiées, que ses dénégations et ses histoires d'aveux sous la torture, c'était des mensonges, et qu'il n'était pas plus un prisonnier politique que moi, je ne suis... La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Mais en plus, il admet au choix, soit qu'il a une équipe de bras cassés et qu'il en est un lui-même, au point de ne pas être foutu de regarder une carte pour voir ce qui se trouve là où il veut foutre le feu, ou de voir de visu qu'il y a des gosses qui vivent là en permanence, parce que c'est une école internat. Donc les enfants sont là en permanence 24 heures sur 24. Non seulement c'est des gosses, mais en plus c'est des malentendants. C'est voilà, soit l'option numéro 2, ils s'en foutaient totalement. Voilà, vous avez le choix. Ouais. Soit c'est une bande de branleurs et d'incompétents, soit ils s'en foutent. C'est juste des psychopathes, quoi. Enfin, je veux dire... À ce niveau-là, oui. Là. Voilà. Alors, personnellement, j'ai un petit peu de mal à croire à l'incompétence. J'ai un peu de mal à croire au fait que cette Dream Team, cette fine équipe de terroristes ukrainiens, ait pu ne pas se rendre compte qu'il y avait des gosses à côté, quand même. Ou alors, l'homme qui était chargé d'aller voir si personne ne vivait là avait picolé ce jour-là, je sais pas, mais... Je veux dire, là, on a frôlé la catastrophe, comme l'a dit l'analyste Vladimir Kornilov, parce que si l'incendie s'était propagé au bâtiment où sont les enfants, ils n'auraient pas entendu l'alarme incendie. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer à peu près comment aurait été le bilan humain? Oui, en cas d'incendie, ça aurait été une catastrophe. Non, et là, ils peuvent estimer qu'ils ont de la chance d'avoir été... condamné que pour terrorisme et pas pour meurtre d'enfants. C'est ce qu'a dit Kornilov. Il y a quelqu'un après ça qui va déclarer encore que ces gens ne sont pas des terroristes? Merci le FSB de les avoir arrêtés avant qu'ils réussissent à poser... Parce qu'ils étaient en train de préparer un attentat, enfin même deux. Ils voulaient poser une bombe près de la flamme éternelle et près d'un monument de Lénine à Simferopol la veille du jour de la victoire. Si le FSB ne les avait pas arrêtés, là, il y aurait eu des morts civiles. Là, je vous le dis tout de suite. Si tu me permets, ce qui est intéressant avec la police russe, c'est qu'ils interviennent avant que les attentats se produisent. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'ils filment les interventions pour stopper les criminels. Je ne vois rien de tout ça en France. Où très souvent, c'est des interventions post-attentat. Mais bon. Bon, en tout cas, heureusement que le FSB était là, sans ça il y aurait eu effectivement des morts civiles. Et donc Kornilov a dit d'ailleurs les libéraux et artistes russes qui se sont échauffés pour le grand réalisateur Sentsov et ont crié que toutes les accusations contre lui étaient fausses. Ne veulent-ils pas maintenant se repentir, s'excuser et remercier les services de sécurité russes, c'est-à-dire le FSB, pour avoir arrêté les actions de ces terroristes en Crimée? Je suis totalement d'accord avec Kornilov. Moi, je pense qu'on va devoir attendre longtemps le mea culpa. Oui, c'est clair. Oui. Et on va encore entendre pendant longtemps que ces gens vont être qualifiés d'anciens prisonniers politiques, comme le montre d'ailleurs l'article de Censor.ua, où ils ont parlé des aveux de Kolchenko. Vous allez voir, c'est épique. Ils ne sont pas démontés devant la contradiction entre les aveux du crime pour lesquels il a été condamné et le fait que, par définition, un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est accusé à tort d'un crime pour le punir juste de ses opinions politiques. Le journaliste de Censor.ua, il nous a fait un oxymore géant en première phrase. Oui,
nous a sorti Oleksandr Tkachenko, un ancien prisonnier politique qui a fait partie d'un échange de prisonniers, a admis qu'il avait pris part à l'incendie d'un bureau de Russie unie à Simferopol. Première phrase de l'article. Arrive à te contredire dans la première phrase des premières lignes de l'article. Ah, faut le faire quand même. C'est collector. Hein. Là, niveau propagande, level Goebbels. Ouais. Joseph, il pourrait prendre des leçons aux Ukrainiens du coup maintenant. Ouais. Hein, là où il est, c'est un peu difficile, mais bon. Voilà, mais voilà. Qu'il y reste d'ailleurs, mais bon. Là c'est épique, quoi. Je veux dire, j'ai pas vu d'ailleurs les médias occidentaux relever la contradiction ou faire leur mea culpa comme celui réclamé par Kornilov. Hein. Je vous dis clairement, Sentsov et Kolchenko sont bel et bien des terroristes, c'est pas d'anciens prisonniers politiques. Hein. Ils ont avoué leurs crimes sans sourciller devant la presse. Un crime qui aurait pu en plus avoir des conséquences catastrophiques et provoquer la mort de plusieurs jeunes enfants sourds si la malchance s'en était mêlée. Donc moi je dis merci le FSB d'avoir bien fait leur travail et d'avoir arrêté cette bande de terroristes avant qu'ils aient fait des morts parmi les civils innocents crimés. Et le prochain qui ose me dire que Sentsov et sa bande étaient des prisonniers politiques, vous leur foutez le nez dans l'article en question sur Donbass Insider. Hein On arrête ces conneries. 5 minutes. C'est effarant de ce point de vue d'ailleurs.